Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storia Voce. Comme vous le savez peut-être, nos podcasts sont gratuits et afin de préserver cette gratuité, n'hésitez pas à nous soutenir en faisant un don à Storia Voce. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien indiqué dans la description de ce podcast. En faisant un don, nous vous offrirons un abonnement au magazine Histoire et Civilisation. Merci d'avance. En 2024, en France, près de 100 000 écoliers étaient scolarisés dans un établissement portant le nom de Jules Ferry. Il s'agit donc du nom de personnalité le plus répandu dans les écoles publiques. Cette personnalité politique incontournable de la Troisième République est aujourd'hui connue comme le fondateur de l'école laïque, gratuite et obligatoire. Son engagement pour une école républicaine est bien connu, mais quel idéal poursuivait-il précisément ? Que peut-on dire de sa politique institutionnelle, sociale ou encore coloniale ? Pour répondre à cette question, nous recevons aujourd'hui Paul Bacquiast. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, vous êtes docteur en histoire, proviseur de lycée, spécialiste de l'histoire de l'éducation et de la politique républicaine en France. Vous avez coécrit avec Bertrand Sabot dans la collection Biographie et mythes historiques, Jules Ferry aux éditions Ellipse. Dans ce livre, vous retracez la carrière politique et la vie personnelle de Jules Ferry, son héritage, mais aussi les mémoires ambivalentes qui se sont construites a posteriori. Et à cette occasion, j'aimerais également présenter le dernier numéro d'Histoire et Civilisation, dont le dossier principal est justement consacré à la Troisième République. Les articles explorent notamment la manière dont ce régime parvient à s'implanter dans la durée, alors même que le reste du siècle se caractérise par son instabilité. Le magazine est actuellement disponible en kiosque si vous souhaitez en apprendre plus sur le sujet. Sans plus tarder, je vous propose de revenir à Jules Ferry. Alors pour commencer, Paul Bacquiast, quelles ont été les sources à votre disposition pour retracer sa vie et son action politique ? Alors les sources ont d'abord été ses propres écrits, puisque l'ensemble de ses discours a été publié peu après sa mort, en de nombreux volumes, donc c'est la principale base, qui regroupe donc à la fois les discours qu'il a faits, mais également les écrits, des préfaces importantes à un certain nombre d'ouvrages. Donc ça, c'est le premier élément. Il y a également à Épinal un grand fonds d'archives qui lui est consacré, qui a été déposé là par ses héritiers, et qui est un fonds donc facilement accessible, à la condition de se rendre bien sûr à Épinal, et qui est extrêmement riche. Et puis enfin, alors ce ne sont pas des sources directes, mais il y a de nombreux ouvrages qui ont été écrits à son sujet depuis les quelques temps qui ont suivi sa mort jusqu'à aujourd'hui. Alors, avant de devenir une personnalité politique de premier plan, notamment évidemment ministre de l'Instruction, Jules Ferry s'engage d'abord en politique dans un contexte trouble, donc qui est celui de la fin du Second Empire. Quel est l'état du rapport de force entre républicains et les soutiens du régime à ce moment-là ? Alors, sous le Second Empire, les républicains, au début de cette période, sont bien sûr en situation de grande faiblesse, puisque le régime impérial s'est fondé sur un coup d'État. Et les républicains, en tout cas les plus ardents, sont en exil. Le plus illustre d'entre eux, c'est Victor Hugo, mais il y en a bien sûr beaucoup d'autres. Et progressivement, à partir des années 1860-63, les républicains vont refaire un peu surface dans l'espace politique. Ils vont avoir une représentation au niveau législatif plus importante, qui reste néanmoins relativement faible, puisque la principale opposition, en réalité, c'est plutôt une opposition royaliste ou orléaniste. Mais les républicains, néanmoins, reprennent une visibilité, comme je disais, et notamment aux élections de 1869, où ils sont élus dans essentiellement les grandes villes, puisque le vote républicain est à ce moment-là avant urbain. Et à Paris, l'ensemble des députés de Paris sont des députés républicains. Et assez rapidement après ces élections-là, une année après, en 1870, le Second Empire s'effondre avec la défaite de Sedan et la capture de Napoléon III par les armées prussiennes. Et cela marque la proclamation de la Troisième République. Paris est alors assiégé et c'est à cette période que Jules Ferry est qualifié de Ferry-famine. Pourquoi ?
Alors, il faut comprendre que Ferry entre au gouvernement de la Défense nationale, puisque quand s'effondre à Sedan le régime impérial, il y a constitution d'un gouvernement provisoire et qui est constitué essentiellement des députés parisiens, puisqu'on voulait un gouvernement républicain. Donc là, on avait l'occasion d'en avoir. Et il se trouve que Jules Ferry avait été élu en 1869 député de Paris. Donc, il est membre de ce gouvernement. Et ce gouvernement est confronté assez rapidement au siège de Paris, qui est un siège qui est très dur, qui s'éternise. L'hiver est extrêmement froid. Et Jules Ferry est désigné à partir du mois de novembre 1870 maire de Paris. Et à ce titre, il est en charge du ravitaillement de la ville. Il s'exécute du mieux possible de cette fonction, mais qui devient de plus en plus difficile avec la durée du siège. Et comme c'était un petit peu inévitable, la malnutrition s'installant, les difficultés d'approvisionnement. Il faut savoir qu'on mange des rats, on tue les animaux du jardin d'acclimatation, on brûle les meubles de chez soi pour pouvoir se chauffer. Et donc, Ferry, on lui impute, puisqu'il faut toujours trouver un responsable, la responsabilité des difficultés d'approvisionnement. Et donc, effectivement, il va acquérir ce surnom Ferry-Famine, qui lui survivra régulièrement, même dans sa postérité après sa mort, auprès de ses adversaires. Et donc, c'est dans ce climat particulièrement compliqué que va naître la Commune de Paris, donc événement assez connu. Jules Ferry, lui, c'est plus un partisan de l'ordre, donc de l'ordre républicain, mais de l'ordre tout de même. Et il conçoit la terreur, la période de la terreur, comme un repoussoir politique. Comment ce positionnement, ça se matérialise dans son point de vue sur la Commune et le rôle qu'il va jouer vis-à-vis de cette nouvelle organisation politique? Alors, dans les milieux républicains, tout le 19e siècle est l'objet d'une réflexion sur l'héritage de la Révolution française. Est-ce qu'il faut tout retenir? Est-ce qu'il faut retenir uniquement l'épisode, disons, le plus démocratique, avant la Terreur? Est-ce qu'il faut soutenir l'héritage girondin et pas l'héritage jacobin et des montagnards? Et Jules Ferry donc s'inscrit dans cette réflexion. Et dans cette réflexion, il est dans le camp, on va dire, des modérés. Il est pour la République, bien évidemment, mais il n'est pas pour une République dictatoriale. Et il est pour le respect du suffrage universel. Il faut savoir que à la fin des années 60, l'opposition entre les républicains, on va dire, modérés et les républicains les plus extrêmes s'accroît fortement. La campagne électorale de 1869, qui va avoir la victoire républicaine à Paris, est une campagne extrêmement vive entre les deux camps républicains, si je puis dire. Et quand s'installe le gouvernement de la Défense nationale en 1870, le 4 septembre, d'abord, ça aurait pu ne pas être ce gouvernement. Un gouvernement plus extrémiste a tenté de s'imposer, n'y est pas parvenu. Mais les partisans d'une république plus ardente ou farouche, pourrait-on dire, tout au long de ce gouvernement de la Défense nationale, vont se manifester, notamment à la fin du mois d'octobre, par une tentative de coup de force. Ça recommencera en janvier. Et finalement, quand arrive la Commune de Paris au mois de mars 1871, c'est la troisième tentative, on va dire, de l'aile extrême des Républicains de prendre le pouvoir. Donc, bien évidemment, Jules Ferry n'est pas de ce côté-là. Il est du côté de Thiers, qui à ce moment-là tient le gouvernement. Il aurait néanmoins, lui, voulu rester à Paris. C'est Thiers qui lui demande de quitter Paris. C'est bien malgré lui qu'il est obligé de le faire. Et il va le soutenir, le gouvernement de Thiers, mais il ne va, contrairement à une certaine légende, pas être associé à la répression de la Commune. Et donc, contrairement à ce que l'on dit parfois encore aujourd'hui, certes, il soutient Thiers, mais
il ne soutient pas, en tout cas, il n'encourage pas et il n'organise pas les massacres des communards. Et alors, le 4 février 1876, donc on continue un petit peu d'avancer dans son parcours politique. Donc en 1876, la Troisième République connaît son premier gouvernement républicain. La doctrine politique qui est employée par Thiers s'appelle l'opportunisme. Comment est-ce que vous définiriez-vous cette stratégie et à quel enjeu répond-elle? Donc, vous l'évoquiez déjà un petit peu, cette polarisation entre une gauche plus modérée et une gauche plus radicale, mais est-ce que vous pouvez développer un petit peu cette doctrine? Oui, alors je me permettrai de reprendre peut-être une erreur là, que vous venez de faire. Dites-moi. Ce n'est pas Thiers du tout qui parle d'opportunisme, c'est Jules Ferry et Gambetta. Oui. Donc, alors on n'est pas tout à fait dans le même contexte. On est dans les années 1870. Les républicains tentent de s'imposer. Ça va être long ce combat. Vous évoquez 1876, mais la conquête définitive du pouvoir par les républicains, c'est 1879, quand le Sénat tombe entre leurs mains. Auparavant, les éléments auxquels vous faites allusion, c'est la Chambre des députés. Et il y a autour de Gambetta, parce que c'est surtout Gambetta qui forge le concept, l'idée qu'il faut attendre le moment opportun pour appliquer l'ensemble du programme républicain. Et les gens dont on parle ici, ce n'est plus l'aile gauche socialisante qu'on évoquait tout à l'heure, puisque ceux-ci sont encore en déportation en réalité, puisqu'après la Commune, ils ont été soit exterminés lors de ces épouvantables massacres et ces fusillades, soit déportés le plus souvent en Nouvelle-Calédonie. Donc les républicains qui restent sur le terrain, si je puis dire, ce sont les républicains du 4 septembre. Les républicains, en quelque sorte, un petit peu modérés. Mais parmi ces républicains modérés, certains le sont plus que d'autres. Et Jules Ferry fait partie de ceux qui sont opportunistes, modérés dans le sens où, on devrait peut-être plutôt dire pragmatiques, ils attendent le moment opportun, d'où le nom d'opportuniste, qui est d'abord utilisé de manière péjorative contre eux, et que finalement Ferry et Gambetta vont s'approprier en insistant sur ce côté opportun, pragmatique qu'il faut pour appliquer le programme radical. Donc on va voir une opposition entre les républicains qu'on va appeler les républicains radicaux, autour de Georges Clemenceau et Camille Pelletan, qui sont les deux plus grandes figures, et les républicains opportunistes, qui sont d'accord sur le fond du programme, mais qui veulent attendre plus de temps pour l'appliquer dans son ampleur totale. Et ça, c'est Jules Ferry et Gambetta. D'accord. Et donc, pour comprendre un peu le choix de cette stratégie par Ferry et Gambetta, mais plus dans le cas de Ferry, puisque c'est lui qui nous intéresse aujourd'hui, il faut aussi expliquer son positionnement politique, son idéologie. Donc, à un moment dans le livre, vous vous évoquez la devise positiviste « ordre et progrès ». Qu'est-ce que cette perspective positiviste signifie dans la pensée de Ferry ? Alors, la relation de Jules Ferry au positivisme est assez complexe, puisqu'il s'est déclaré lui-même positiviste dès sa jeunesse, donc grand admirateur d'Auguste Comte, et dans le sens d'une pensée rationnelle, rationaliste, dans lequel Dieu n'a pas sa place, et ce qui joue un rôle très important pour la suite, et une sorte de rationalisation également de la pensée politique. Mais, nous en parlerons peut-être un peu plus tard quand nous verrons son œuvre politique, comme politique agissant, il va mettre beaucoup d'eau dans son vin et il va appliquer un positivisme pragmatique, si je puis dire. Mais effectivement, il fait figure parmi ces grands personnages marqués par la pensée d'Auguste Comte et pour lesquels la religion n'a pas sa place dans la pensée politique.
Les institutions de la Troisième République, telles qu'elles existent au début, sont paradoxalement votées par une assemblée à majorité monarchiste. Donc on revient un petit peu dans le temps. Mais je voulais avoir votre avis sur la manière dont Jules Ferry perçoit cette organisation politique, ce choix institutionnel qui est fait. Alors, comme vous le dites à juste titre, les institutions de la Troisième République sont apparues un peu par inadvertance, votées par une assemblée monarchiste. Et pourquoi est-ce que cette assemblée monarchiste a voté ces institutions? Tout simplement parce qu'ils étaient divisés, les monarchistes, entre les légitimistes et les orléanistes, et je dirais même avec les bonapartistes, si on considère que ceux-ci ont des petits côtés monarchistes également. Donc en gros, il y avait 3 candidats pour un siège, et faute de mieux, la République a fini par s'imposer par division des royalistes. Mais cette République qui s'impose, elle n'est pas conforme en tout point, d'un point de vue institutionnel, à l'idéal républicain tel qu'il s'était exprimé sous le Second Empire. Et là, va apparaître une opposition avec les radicaux, les Clémenceau que j'évoquais tout à l'heure, notamment sur la question du Sénat, le Sénat qui est perçu comme une institution orléaniste et que les radicaux veulent supprimer. Jules Ferry, il est pragmatique, et c'est la grande caractéristique de sa appréhension de la politique, et donc il va contre mauvaise fortune bon cœur, se satisfaire de ces institutions, Gambetta tout comme lui, et il ne va pas chercher à les réformer en profondeur. Alors, il ne cherche pas à les réformer en profondeur, mais ces institutions n'ont pas été créées dans l'objectif de perdurer, mais dans le cas de Ferry, lui, il souhaite vraiment que la République s'enracine. Quelles vont être les actions politiques qu'il va mener pour sanctuariser cette République? Alors, tout d'abord, il va faire une modification institutionnelle dans laquelle, et c'est très important, il va dire que le régime républicain est un régime indépassable. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de révision constitutionnelle pour supprimer la République. Alors, il y a tout un débat parmi les juristes pour savoir si cette disposition a vraiment du sens d'un point de vue juridique. L'histoire a montré que non, puisque le 10 juillet 40, la Troisième République s'est sabordée. Mais il n'en reste pas moins que la 4e et la 5e République ont repris le même texte que Jules Ferry sur le côté indépassable de la République. Donc ça, c'est le premier point important. Il a voulu sortir, et vous avez tout à fait raison de dire qu'au départ, c'était quelque chose de provisoire. Donc maintenant, il veut le rendre définitif. Et puis, il va en quelque sorte enraciner la République en prenant les grandes lois qui sont toujours en vigueur aujourd'hui en application des principes républicains. Puisque la République, ce n'est pas seulement un régime institutionnel, c'est un ensemble de valeurs et qui vont s'incarner dans les lois sur la liberté de la presse, loi qui est toujours en vigueur, la loi sur la liberté de réunion, la loi sur la liberté syndicale, et puis la grande loi sur l'élection des conseils municipaux. Les conseils municipaux vont désormais être élus au suffrage universel, sauf à Paris, parce qu'à Paris, on a encore un peu peur de la commune, on a peur de redonner du pouvoir aux habitants de cette très grande ville. Mais à part Paris, les conseils municipaux sont élus par la population, ce qui fait que les mairies vont devenir la cellule de base de la République au plus près des citoyens. Le maire n'est pas élu au suffrage universel, il est élu par son conseil municipal, mais ce conseil municipal est issu du suffrage universel. Et ça va jouer un rôle très très important pour vraiment enraciner au plus près de la population la République et ses valeurs. Alors, passons maintenant aux politiques scolaires qu'a mené Jules Ferry. Alors, vous montrez dans l'ouvrage que Jules Ferry n'est pas le fondateur de l'école, tel qu'on l'entend souvent, mais que ses lois scolaires ont permis d'aller au bout d'un processus, d'une dynamique qui avait commencé bien avant, avec notamment le jalon de la loi Guizot en 1833. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette loi Guizot ? Oui, alors en effet, Jules Ferry, on lui prête souvent
à tort l'invention de l'école. On l'attribue aussi à Charlemagne, tout autant à tort. Disons que l'école républicaine, ou l'école qui va devenir l'école républicaine, elle trouve ses origines dans la Révolution française, avec un certain nombre de projets, notamment le projet de Condorcet, mais des projets qui ne vont pas trouver de réalisation concrète. Puis, tout au long du 19e siècle, va se construire l'école avec notamment cette loi Guizot de 1833, très importante puisqu'elle oblige chaque commune à créer une école de garçons. Pour les écoles de filles, ça sera développé un peu plus tard, mais au moins une école obligatoire publique dans chaque commune. Et donc c'est véritablement ça qui enracine l'école au cœur du territoire. Et on constate qu'au cours du 19e siècle, de plus en plus de gens veulent mettre leurs enfants à l'école. Là, il y a des éléments assez puissants dans la population, une évolution sociologique et une aspiration sociale. Et l'école, en réalité, est très répandue quand Jules Ferry devient ministre de l'Instruction publique. La plupart des enfants sont scolarisés. Beaucoup sont scolarisés gratuitement, puisque un certain nombre de communes ont pris, avant l'obligation de gratuité, déjà la disposition de donner cette gratuité à l'accès à l'école. Et donc, en fait, Jules Ferry, il va considérablement renforcer un dispositif qui existe déjà. Une des particularités de l'école à l'époque de Jules Ferry, c'est un système dual, donc, que vous évoquez assez longuement dans le livre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi il consiste et quel effet il produit ? Oui, alors ceci est très important et c'est ce qu'on oublie le plus souvent quand on parle de l'école de Jules Ferry. Alors cette école duale, ce n'est pas lui qui l'a construite. Elle existait déjà avant et déjà sous Guizot. Mais lui, il ne l'a pas remise en cause. Contrairement d'ailleurs à ce qu'on aurait pu croire dans notamment un discours qu'il a fait dans la salle Molière à la fin du Second Empire, dans lequel il semble aspirer à une école unique, mais qui finalement, il va assez rapidement y renoncer quand il sera aux affaires. Alors, il y a deux écoles. Il y a l'école primaire et l'école secondaire. Alors, jusque-là, tout le monde va se dire que c'est encore le cas aujourd'hui. Sauf que les mots n'ont pas du tout le même sens qu'aujourd'hui. L'école primaire n'a rien à voir avec l'école primaire d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une sorte d'escalier, si je puis dire. Le premier socle, c'est le primaire, où on va quand on est petit, puis quand on est plus grand, on rentre dans l'école secondaire à partir de la classe de 6e. À l'époque de Jules Ferry, et déjà avant lui sous Guizot, on est sur deux ordres parallèles. L'école dite primaire, c'est l'école du peuple, et c'est celle-ci que Jules Ferry va rendre gratuite, et qui était déjà partiellement gratuite avant lui, mais qui va devenir totalement gratuite avec lui. C'est une école qui commence dès le plus jeune âge, mais qui ne monte pas très très loin, qui va, pour les meilleurs élèves, on va dire, jusque vers 14-15 ans. Il y a les premières classes, et pour les élèves les plus brillants, ils prolongent dans ce qu'on appelle le primaire supérieur, qui est, pour les plus brillants, une manière de poursuivre leurs études, mais jusqu'à 14-15 ans. Les enfants de la bourgeoisie, eux, s'ils voulaient aller dans l'école primaire, ils pourraient, bien sûr, mais ce n'est pas leur envie. Ils vont dans une autre école, qui est une école publique, elle aussi, parce que les deux systèmes sont publics. Le secondaire, qui lui est payant. Alors, c'est assez contre-intuitif aujourd'hui, parce qu'on imagine que l'école publique, elle est gratuite. Eh bien, non, dans sa partie dite secondaire, elle est payante, et elle commence dès les toutes petites classes, qu'on avait appelées les petites classes du lycée. On en a un lointain souvenir quand les gens de ma génération, quand ils étaient dans les petites classes, on parlait de 11e pour cours préparatoire, de 10e, de 9e. Eh bien, pourquoi on prenait ces chiffres-là? Parce que ça renvoyait jusqu'aux années du bac. Donc, la dernière année des petites classes était la 7e, et après on rentrait en 6e. Voilà, donc cette école-là, elle va jusqu'au bac. Et donc,
y a ce double système. Les programmes ne sont pas tout à fait les mêmes, les pédagogies ne sont pas tout à fait les mêmes. Et c'est contre ce système-là qu'après la guerre de 14-18, on va commencer à réfléchir à ce qu'on appelle l'école unique. Finalement, c'est l'école à laquelle Jules Ferry, à la fin des années 1860, avait quelque temps aspiré. Mais pourquoi c'est dans les années, après les années de la Première Guerre mondiale qu'on y réfléchit? Parce que il y a eu une sorte d'unité de la société française dans les tranchées, enfin, unité un peu relative, enfin il y a quand même eu un mélange social, et on s'est dit que ce serait bien que les gens suivent la même école, et ça va être un chemin extrêmement long, puisque c'est entre 1918 et 1974, date de la réforme Haby, que va se construire progressivement cette école unique, et qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de collège unique. Et alors pourquoi Ferry décide de conserver ce système dual dans l'école? Alors, là encore, plusieurs interprétations possibles. Les gens qui sont adeptes de ce qu'on appelle la légende noire de Jules Ferry, sachant qu'il y a eu 2 légendes noires le concernant, une à l'extrême droite et une à l'extrême gauche. La légende noire d'extrême gauche part du principe que Jules Ferry est pour un système de classe et qui veut donc fondamentalement garder une école de classe. Et que par ailleurs, il veut avoir un contrôle sur les classes populaires par cette école spécifique. Alors, on peut penser que ça joue sans doute, et sans doute que la Commune de Paris, effectivement, a joué un rôle important de ce point de vue-là. Et puis, peut-être aussi, toujours son pragmatisme, se dire que c'était plus facile de faire évoluer à partir de l'existant que de reconstruire totalement un système qui jusqu'à présent n'existait pas. Alors là où ces lois scolaires vont vraiment entériner une véritable révolution, donc c'est avec la laïcité de l'enseignement public. En pratique, comment ça s'applique et aussi comment c'est perçu par le personnel enseignant? Alors, la laïcité, c'est effectivement la très grande affaire et le très grand apport de Jules Ferry dans l'école. Alors, tout d'abord, dans l'école primaire. C'est essentiellement là que ça se joue. Avant, il y avait des cours de religion, d'éducation religieuse, ou plus exactement d'enseignement religieux. Et on va remplacer ça par des cours d'enseignement moral et civique. Donc, il n'y a plus de catéchisme, en quelque sorte, qui est fait à l'intérieur de l'école. On va remarquer que dans l'enseignement secondaire, ça va être la même chose dans les lycées de jeunes filles qui sont créés par Jules Ferry par l'intermédiaire de ce qu'on appelle la loi Camille C. Donc, un enseignement religieux qui sort de l'école. Néanmoins, Jules Ferry n'est pas foncièrement hostile à la religion. Il ne veut pas la voir disparaître, à la différence de certains républicains radicaux. Il veut juste qu'elle n'ait plus sa place dans le système scolaire public. Et encore, quand je dis pas sa place, pas officiellement, mais on ménage un jour qui est le jeudi, qui est à l'origine de notre mercredi aujourd'hui, où il n'y a pas cours, pour permettre aux enfants d'aller suivre les cours de catéchisme. Dans un premier temps, la laïcité se résume en cela. Et puis, mais ça sera en fait un peu à l'initiative de Jules Ferry, mais une fois qu'il ne sera plus au pouvoir, en 1886, va être décidée la laïcisation des personnels. Jusqu'alors, il pouvait encore y avoir des personnels cléricaux qui faisaient instituteurs ou institutrices. À partir de 1886, ça ne sera plus possible, avec néanmoins des aménagements pour parfois une extension progressive du corps. Mais enfin, la laïcisation des personnels, c'est 1886, la loi Goblet, dont il est à l'origine, mais qu'il n'a pas porté. Il faut préciser également que la laïcité dans l'école de Jules Ferry, à l'époque de Jules Ferry, c'est une laïcité donc dans les programmes, plus d'enseignement religieux, et à partir de 1886, dans les personnels.
Mais il n'y a pas, parce que la question ne se pose pas à l'époque, d'interdiction de porter des signes religieux à l'école, par exemple. D'abord parce que ce n'est pas une actualité à ce moment-là. Et le souci, c'est vraiment de ne pas influencer les élèves. Donc, et c'est d'ailleurs encore aujourd'hui, les signes religieux sont interdits à l'école dans leur aspect ostentatoire, mais des signes discrets sont autorisés dans les établissements scolaires pour les élèves, à condition qu'ils soient discrets et pas prosélytes. Mais en revanche, et encore aujourd'hui, les personnels n'ont aucun droit d'avoir des signes religieux, même discrets. Jules Ferry, pour terminer là-dessus, est extrêmement soucieux de ne pas heurter la sensibilité religieuse des enfants. Et il a une circulaire très célèbre, dite lettre aux instituteurs, dans lequel il explique les nouveaux programmes d'éducation morale et civique. Et il dit, je sais que certains d'entre vous, instituteurs, vous demandez ce que vous pouvez dire ou ne pas dire. Et son idée, qui est une idée répandue dans les milieux positivistes que nous évoquions tout à l'heure, c'est qu'il existe une morale universelle. C'est une idée selon laquelle, quelle que soit sa religion, quelles que soient ses options philosophiques, tous les êtres humains ont, à peu de choses près, la même notion du bien et du mal. C'est ce que lui appelle donc cette morale universelle, qu'il appelle également la morale de nos pères, de nos ancêtres. Et donc, il considère, peut-être à tort, qu'on peut se retrouver sur cette morale universelle minimaliste, et il demande aux instituteurs de se limiter de cette morale et de ne pas aller aborder des sujets religieux qui pourraient soit déplaire aux parents, soit heurter les convictions des enfants. Donc c'est une laïcité qui est à la fois très offensive dans sa mise en œuvre quand il y a besoin. Il va lutter ardemment contre les congrégations religieuses. Il va y avoir l'expulsion des jésuites, notamment. Mais donc il peut être très ferme dans certains aspects de la mise en œuvre, mais en réalité, c'est une laïcité qui se veut très tolérante et très respectueuse. C'est ce qui rend un peu, comme toujours chez Jules Ferry, difficile l'appréhension de son œuvre et de sa pensée, que c'est tout est toujours en réalité en nuances. Et dans notre époque d'aujourd'hui, où on aime caricaturer, on a parfois du mal à cerner ce que pensait Ferry, parce qu'on le met dans telle ou telle catégorie, alors que c'est un homme de la nuance et du pragmatisme. Sur cet aspect de nuance aussi, ce que j'ai trouvé intéressant dans votre livre, c'est que vous expliquez que Ferry souhaite inculquer un esprit critique aux enfants, donc c'est quelque chose d'assez novateur dans l'éducation, mais qu'à la fois, il faut aussi adhérer, forger l'unité de la nation républicaine. Alors comment ça se concrétise, notamment dans les programmes, comment on cherche à exalter ce sentiment patriotique auprès des enfants? Alors, vous avez tout à fait raison. Là encore, on rentre dans la nuance qui rend l'étude de Jules Ferry intéressante. L'école qu'il construit ne se veut pas une école neutre. Il a des textes là-dessus. C'est pour ça que c'est une grande erreur qu'on fait encore aujourd'hui quand on dit la neutralité, la laïcité de l'école, c'est la neutralité. Oui et non. Ça ne l'est pas, selon Ferry, dans le sens où les idéaux humanistes, démocratiques et républicains doivent être inculqués à l'école. Les valeurs de la République sont les valeurs de l'école. Et de ce point de vue-là, les instituteurs ne peuvent pas faire l'apologie de la monarchie, des systèmes dictatoriaux, monarchistes ou autres. En revanche, Jules Ferry, dans une même prise de parole, dit que si l'école n'est pas neutre parce qu'elle transporte des valeurs, ce qui est
actuellement le cas d'ailleurs aujourd'hui. L'école d'aujourd'hui, l'école publique, est porteur de ces valeurs de liberté, d'esprit critique. Et en aucun cas, l'école d'aujourd'hui, c'est pour ça que certains ne l'apprécient pas d'ailleurs, dit qu'il ne faut pas réfléchir, qu'il faut le pouvoir du plus fort. Non, on apprend aux enfants tout le contraire. Mais Jules Ferry précise, et on pourrait dire que c'est encore le cas aujourd'hui, les instituteurs n'ont pas à prendre parti dans le jeu politicien. Ils n'ont pas à dire tel homme politique est mieux que tel autre homme politique. Je dis homme parce qu'à l'époque, il n'y a pas de femme politique. Telle vision de la République est mieux que telle autre vision. Donc ça, la politique partisane est bannie de l'école. En ça, c'est neutre. Mais pas sur le fond des valeurs. Alors, je crois qu'il y avait un autre aspect de votre question que j'ai oublié. Oui, c'est comment Ferry conçoit les programmes et surtout les manuels qui font polémique. Alors, effectivement, il y a chez Jules Ferry l'idée que l'école doit être non seulement l'école des valeurs de la République, mais doit être le creuset dans lequel va se faire l'unité nationale. D'ailleurs, ça va ensemble, puisque pour lui, République et nation vont ensemble. Et notamment, s'il n'y a plus de religion qui unit les gens, il faut trouver autre chose. Donc, c'est le patriotisme. Le patriotisme qui, il faut le rappeler, au XIXe siècle, est fondamentalement une valeur de gauche et pas une valeur de droite. Le patriotisme fait partie de ces nombreux concepts qui, au gré de l'histoire, sont tantôt portés par la gauche, puis par la droite, puis par la gauche. Aujourd'hui, la notion de patriotisme a une connotation plutôt de droite. À l'époque, c'est plutôt de gauche. L'illustration, ça en est par exemple la bataille de Valmy sous la Révolution, qui est une bataille qui forge l'unité nationale, contre les nobles qui ont émigré et qui sont dans les armées de l'étranger. Donc la monarchie est associée en fait un peu à l'étranger et pas au patriotisme. Donc dans cette perspective-là, Jules Ferry encourage les historiens républicains qui créent ce qu'on va appeler aujourd'hui le roman national, c'est-à-dire une vision, alors c'est Michelet qui incarne le mieux cela, une vision pas totalement fausse, mais disons donner un sens à l'histoire qui aboutit à l'unité progressive au Moyen-Âge, puis dans les siècles qui suivent, à la constitution d'un peuple, et dont l'aboutissement final sera la Révolution française et la Troisième République. De même, la géographie de l'époque est une géographie républicaine. D'ailleurs, histoire et géographie, d'une particularité française, fonctionnent ensemble. Et la géographie de l'époque, dans la société rurale qui existe à l'époque, donc une société qui est encore en phase, je dirais, avec la nature, puisque la majorité des gens vivent à la campagne, la géographie vante la douceur du climat français, la qualité des terroirs, pour montrer qu'on est un pays beau, riche et modéré. La nature est modérée. Ça a sans doute lien avec la vision modérée de la République et de la Révolution. Donc vous montrez dans le livre que la mémoire officielle de Jules Ferry lors de la Troisième République réalise une mise en cohérence du Ferry instituteur et colonisateur. Et vous-même, vous insistez sur le fait que ça ne ferait pas de sens de distinguer ces deux actions-là. Est-ce qu'on peut dire que ces deux missions répondent à une idéologie qui serait un peu la même, qui serait une sorte d'idée de mission civilisatrice ? Tout à fait. C'est exactement ça qui est le moteur de l'action et de la pensée de Jules Ferry. Et on ne peut comprendre ça que si on évite l'anachronisme. Aujourd'hui, on sait bien que la colonisation a apporté toute une série de malheurs avec elle. Et d'ailleurs, Jules Ferry, sur la fin de sa vie, le reconnaissait lui-même. Mais à l'époque, les Européens
sont persuadés de leur supériorité civilisationnelle. Ils ne croient pas qu'ils sont supérieurs par essence. Ils ont une vision qui vient d'Auguste Comte d'ailleurs, qu'il y a différents âges à travers l'histoire, que l'histoire est une courbe ascendante, si on peut dire, vers le progrès, que l'Europe est à l'avant-garde, mais dans l'esprit de Jules Ferry, les autres pays du monde ont vocation à rattraper l'Europe. Donc quand il dit que la civilisation européenne est une civilisation supérieure, ce n'est pas dans le sens d'un racisme de type hitlérien qui dirait il y a des races supérieures et des races inférieures et ce sera à jamais comme ça et à jamais les races inférieures devaient être soumises aux races supérieures. L'histoire a fait que nous sommes en avance dans l'histoire. Les autres peuples vont nous rattraper sur ce chemin du développement. D'ailleurs, pendant longtemps, on n'emploie plus ce vocable, mais dans les années encore 70-80, on parlait de pays en développement. C'était l'idée que les pays se développaient et allaient rattraper les pays dits développés, les pays du Nord. Et dans cet esprit-là, Jules Ferry se dit, si on veut qu'ils nous rattrapent, il faut qu'on leur apporte le savoir que nous avons. Et ce n'est pas la seule, mais c'est une des justifications de sa politique coloniale. Et cette justification est la même que pour aller apporter le savoir dans le fin fond des campagnes françaises, où c'est également le règne de l'ignorance, en partie. Alors, pas autant qu'il le dira, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Les historiens de l'éducation nous ont montré que tout au long du XIXe siècle, l'enseignement se répandait dans les campagnes et que tout ne remonte pas à Jules Ferry, contrairement à ce qu'une certaine légende dorée a voulu lui attribuer. Mais il n'empêche qu'il a, quand il veut généraliser cet enseignement, il a cette idée d'apporter les lumières là où règne l'obscurité. C'est le même raisonnement qu'il a vis-à-vis des peuples extra-européens. Et dans un discours d'ailleurs au sujet de Madagascar, il dit si dans une époque à venir, ces peuples sont au même niveau que nous, je serai le premier à m'en réjouir parce que ça voudra dire qu'on aura réussi. Et quand, je terminerai là-dessus, à la fin de sa vie, il fait à la tête d'une délégation sénatoriale un grand voyage en quête au nom du Sénat en Algérie, il va être extrêmement déçu de voir que justement, cette promesse de lumière que portait ce qu'il croyait être la colonisation n'est pas portée et qu'en Algérie, il dit que les colons trahissent en quelque sorte cette vocation d'apport de civilisation. Mais en ce sens, et je terminerai là-dessus, Jules Ferry, le colonisateur et l'instituteur, si on le remet dans son époque, sont les mêmes. Et tous les historiens qui ont travaillé sur Jules Ferry et sur sa mémoire disent la même chose. La plus célèbre, c'est Mona Ozouf, il y a une quinzaine d'années ou une dizaine d'années, mais d'autres l'ont dit également. Et c'est la grande erreur qu'a fait François Hollande en 2012, quand le jour de son intronisation comme président de la République, il va rendre hommage à Jules Ferry, en bas de la statue de Jules Ferry qui est aux Tuileries, et il rend hommage à l'instituteur, et certains lui disent dès ce jour-là, mais oui, mais il a fait aussi la colonisation. Et François Hollande dit, oui, je sais, il y a deux Ferry, le bon qui a fait l'école, et puis le mauvais qui a fait la colonisation. Il parle même de faute morale et politique qu'aurait fait Jules Ferry. Et c'est cette erreur d'interprétation du personnage de Jules Ferry qui a conduit Mona Ozouf à écrire son remarquable petit essai, très court mais très percutant, sur Jules Ferry, qui paraîtra, je crois, en 2014, 2 ans après. Oui. Donc la politique coloniale de Jules Ferry trouve sa source dans cette idée que la civilisation européenne est supérieure, a le devoir d'apporter ses lumières. Donc ce positionnement, cette idéologie que défend Ferry, en fait, amène à quoi d'un point de vue concret? Quelle est la politique coloniale qu'il mène? Et est-ce que la majorité de la classe politique et de la population française adhèrent à cette politique coloniale? Alors, de nombreuses choses à dire à partir de ce que vous venez d'évoquer.
tout d'abord rappeler que ce n'est pas la seule raison. Il y a d'autres raisons qu'il met en avant, des raisons économiques, Oui. notamment pour placer des capitaux et avoir des débouchés pour l'industrie française. Et un deuxième argument, qui est un argument de puissance retrouvée de la France. La France a été battue très sèchement en 1871, a perdu l'Alsace et la Moselle. Et si la France veut compter parmi les nations du monde, Jules Ferry, considérant qu'il est trop tôt pour entrer en conflit avec l'Allemagne et récupérer l'Alsace et la Moselle, il considère que avoir des conquêtes coloniales est un moyen de retrouver un rang et un statut international. Alors, dire ça, ça me permet de répondre à une partie de votre question sur comment est vécue par la population française ces expéditions coloniales. L'immense majorité de la population s'en contrefiche. Il n'y a pas du tout d'aspiration à un empire colonial. Dans la population française, les gens ont d'autres préoccupations. C'est pas un sujet de discussion. La préoccupation coloniale ne s'affirmera véritablement au sein du peuple français que dans les années 30, notamment à l'occasion de la fameuse exposition coloniale. Mais avant, les gens n'ont pas grand intérêt pour la colonisation. Alors, ceux qui la défendent, c'est un mélange assez hétérogène d'industriels ou de financiers qui y voient une bonne opportunité économique. Il y a également quelques personnes qui croient en l'aspect civilisationnel, donc qui pensent que c'est bien d'apporter la civilisation. Il y a également quelques soutiens assez paradoxaux dans l'Église catholique, puisque en fait la colonisation va aider les intérêts des missions catholiques. Donc là, il y a une unité un peu paradoxale entre l'anticlérical Jules Ferry et ses missions catholiques. Il y a également des sociétés de géographie, des explorateurs qui, eux, sont plutôt à la fois dans le côté scientifique, découvrir de nouveaux territoires, le côté un peu romantique. On pense notamment à Saint-Vernon de Brazza qui découvre des territoires en Afrique et qui lui va être extrêmement populaire, mais c'est le côté aventure qui plaît. Il y a de nombreux adversaires. La droite de l'époque, la droite anti-républicaine, est donc la droite monarchiste et catholique, est farouchement anti-colonisation, parce qu'ils estiment que c'est détourner le regard de l'Alsace et de la Moselle, ce qui est un peu le cas d'ailleurs, effectivement, et que donc c'est renoncer au principal. Les républicains radicaux, comme Clémenceau, vont s'opposer eux aussi et vont souvent voter en commun, de manière assez paradoxale là encore, avec la droite anti-républicaine, parce qu'eux aussi considèrent que la priorité c'est l'Alsace et la Moselle, et qu'il s'agit là d'un dérivatif offert par Bismarck et par les Allemands. C'est pour ça qu'on va, dans de nombreuses caricatures, représenter Jules Ferry adoubé en quelque sorte par Bismarck, puisque Bismarck, effectivement, n'a pas d'ambition coloniale pour l'Allemagne. D'ailleurs, l'Allemagne, plusieurs dizaines d'années après, le regrettera et essaiera de rattraper son retard colonial. Mais dans un premier temps, on n'en a pas. Et ouvertement dit que l'Allemagne ne s'opposera pas aux ambitions coloniales de Jules Ferry et de la France. Et dans l'idée allemande, c'est effectivement comme ça, la France ne s'occupe pas de l'Alsace et de la Moselle. Eh bien, la droite anti-républicaine et catholique et la gauche radicale comme Clémenceau, donc disent, vous voyez bien, puisque Bismarck soutient cette politique, c'est qu'en fait, elle n'est pas une vraie politique patriotique. Et puis, deuxième argument que va développer Clémenceau et une partie des républicains radicaux, mais il faut bien le dire que cet argument est aujourd'hui extrêmement utilisé à la gloire de Clémenceau,
à juste titre, sauf que ce n'est pas l'argument principal dans son argumentaire, qui va être, j'y arrive, de dire, vous prétendez apporter la civilisation, mais quelle est cette idée que les civilisations européennes sont supérieures? La civilisation chinoise est une très grande civilisation, la civilisation indienne est une très grande civilisation, et en fait la seule supériorité que nous avons, c'est une supériorité conjoncturelle liée à la puissance de nos canons, mais nous ne sommes pas des civilisations supérieures. Alors, il faut bien voir que ça figure dans l'argumentaire de Clemenceau, mais ce n'est pas l'essentiel de son argumentation. L'essentiel de son argumentation, c'est que le vrai combat, il est à mener contre l'Allemagne en Alsace et en Moselle. Et par ailleurs, il faut également voir que Clemenceau, tout en disant, il a raison, l'avenir lui a donné raison, qu'il n'y avait pas de civilisation supérieure, il continue, parce que c'est dans le vocabulaire de l'époque, de parler de race. Léon Blum lui-même parlera de race. On a beaucoup reproché à Jules Ferry de parler lui aussi de race, mais c'est juste que c'est dans le vocabulaire de l'époque. Ça n'a pas, sauf à faire un anachronisme, l'anathème que le mot a pris aujourd'hui, après bien évidemment le nazisme et toutes les exactions du racisme. Voilà. L'idée d'une classification des races et d'une hiérarchisation des races existe pourtant déjà en science à cette époque-là. Oui, mais Jules Ferry ne reprend pas cet argument. Jules Ferry, dans les discours que nous avons, il va parler de civilisation supérieure. Et quand il va parler de race supérieure, dans son esprit, c'est dans le sens de civilisation. Alors qu'effectivement, la science à ce moment-là commence à réfléchir... est-ce qu'il y a des races qui sont supérieures aux autres? À étudier les ossements humains, à étudier les cerveaux. Vous savez qu'à cette époque-là également, on étudie les cerveaux des criminels pour essayer de savoir s'ils sont différents. Et puis, l'évolution de la science montrera qu'en fait, c'est les mêmes cerveaux. Mais il y a effectivement cette réflexion scientifique, mais ce ne sont pas les éléments que reprend Jules Ferry. Peut-être que dans son inconscient, ça joue, mais véritablement, lui, il est dans l'idée de race dans le sens de civilisation, comme Clemenceau et comme Léon Blum plus tard. Et il a cette idée que j'ai évoquée tout à l'heure, sur laquelle j'insiste, que les civilisations, ou les races, pour reprendre le mot de l'époque, inférieures, ont vocation à rattraper les civilisations supérieures. S'il était dans une position raciste au sens étymologique du terme, il ne considérerait pas que les peuples des autres continents peuvent rattraper les Européens, parce que ce serait de nature une différence. Or, lui, c'est une différence civilisationnelle qu'il marque. Et cette différence sera moteur dans sa politique coloniale. On va devoir s'arrêter puisqu'on a longuement discuté, mais je vous remercie, Paul Bachiast, d'avoir participé à cette émission. Et je vous remercie d'être venu discuter de votre livre, je le rappelle, Jules Ferry, coécrit avec Bertrand Sabot, publié aux éditions Ellipse dans la collection Biographie et mythes historiques. Et chers auditeurs, il est temps pour moi de vous remercier pour votre écoute et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle édition des Grands Entretiens.